Philippe, pour tirer de leçon, secrétaire de la Wallon, je vais tenter d'être le plus complémentaire possible par rapport aux deux interventions qui ont déjà eu lieu, en partant peut-être de cet élément-ci, c'est qu'au-delà de tout ce qui a déjà été dit par rapport au déficit démocratique et autres, et par rapport à toute une série de conséquences que Philippe a mis déjà en avant, qui suivront la mise en application du TSCG. D'un point de vue politique, je suis toujours assez étonné de voir le plaisir avec lequel les politiques, pas seulement en Belgique mais partout en Europe, sont en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que quand on regarde non seulement l'action d'un gouvernement fédéral, mais l'action d'un gouvernement régional, et même, et j'en parlerai tout à l'heure, l'action au niveau des politiques communales, un des éléments essentiels dans toute politique qu'on va mener dans les 12 mois qui suivent, c'est quand même l'élaboration du budget. Une fois qu'on a fait le budget, on a quand même défini un grand nombre de choses de ce qu'on va faire dans les 12 mois qui viennent. Or, si le traité budgétaire est approuvé, l'élaboration du budget ne relèvera plus de positions politiques, de débats politiques, d'options politiques qui peuvent être prises, quel que soit le niveau de pouvoir, mais sera simplement un acte technique qui pourra être posé. Pourquoi? Parce que les contraintes qui ont été expliquées tout à l'heure, qui découlent de l'adoption du traité budgétaire, seront telles que non seulement globalement, il va y avoir un carcan budgétaire dans lequel il sera par exemple impossible d'imaginer ne plus que pour un exercice budgétaire d'avoir un léger déficit ou un déficit un peu important pour s'orienter vers des politiques d'investissement infrastructurel ou que sais-je. Ce sera rigoureusement impossible de pouvoir l'imaginer, et non seulement globalement, mais pour un pays comme le nôtre, à tous les niveaux de pouvoir aussi, puisque les carcans budgétaires qui va être imposé par le traité budgétaire n'est pas un carcan global, mais bien un carcan qui va s'imposer à tous les niveaux de pouvoir au niveau de l'État, à savoir l'État fédéral, les régions, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les provinces, les communes, et ainsi de suite. Donc, chaque entité sera tenue de respecter elle-même les prescrits et les carcans budgétaires qui sont repris dans le traité budgétaire. Et donc, à un niveau européen, on a pour la plupart d'entre nous ici le souvenir, par exemple, d'une initiative qui avait été prise par Jacques Delors au niveau européen, le livre blanc, pour essayer à l'époque de relancer une activité économique au niveau européen par justement une série d'investissements dans les travaux infrastructurels. On oublie la possibilité de pouvoir se lancer dans ce type de politique avec le carcan qui sera donné. Et plus proche de chez nous, puisque c'est un peu la mission qui m'impose ce soir, le gouvernement wallon a pris la décision de faire connaître la suite des plans Marshall 1 et 2 avec le plan Marshall, troisième évolution, ce sera le plan Marshall 2022. Il faut savoir que le plan Marshall s'il fonctionne relativement correctement depuis quelques années, avec le plan Marshall, c'est notamment, je vais sur le plan Marshall ici, mais c'est notamment parce qu'il y a des budgets qui ont été dégagés spécifiquement à la mise en application du plan Marshall, qui sont grosso modo des budgets de l'ordre de 400 millions par an, je simplifie les chiffres ici, 200 millions sur le budget propre de la région et 200 millions davantage sur des crédits ou autres. Avec les carcans qui sont ceux qui risquent d'être imposés et combinés à d'autres éléments que je vais vous expliquer en 2 minutes, il sera, à mon sens, je ne vais pas dire rigoureusement impossible, mais particulièrement compliqué de dégager des budgets, comme ça a été fait au cours de ces maintenant 8 dernières années dans le cadre du plan Marshall, que ce soit sur le budget propre de la région wallonne ou que ce soit par le recours à l'emprunt. Le budget propre, ce qui concerne ici le TSCG, risque d'empêcher la région wallonne de pouvoir dégager un montant équivalent à 200 millions. Et pour ce qui concerne le recours à l'emprunt, alors là, je voudrais dire que le problème du TSCG, c'est qu'il vient s'ajouter à toute une série d'autres mesures qui sont
imposées par l'Europe à l'ensemble des niveaux de pouvoir à nouveau. Et je fais ici référence à une série de mesures comptables, administratives ou autres, qu'on appelle, dans le jargon comptable européen, les contraintes SEC 95, qui sont des contraintes comptables qui, pour faire simple, vont amener progressivement, ou amènent progressivement à ce qu'une série d'investissements qui sont en tout cas aujourd'hui considérés comme investissements, demain ne pourront plus être considérés comme investissements, mais devront être considérés comme dépenses. Et à partir du moment où quelque chose qui était considéré comme une dépense doit demain être considéré comme un investissement, doit demain être considéré comme une dépense, eh bien ça vient s'ajouter évidemment à l'addition qui fait qu'on regarde si, oui ou non, un, on peut avoir recours à l'emprunt, deux, est-ce qu'on est dans la trajectoire imposée par le traité budgétaire. Et ça, c'est au niveau de la région wallonne, et en sachant que, en termes de déficit démocratique, un exemple supplémentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ces règles comptables dont je vous parle, qui s'appellent SEC 95, vont bientôt s'appeler SEC 2010. 95 en référence à l'année 1995 et 2010 en référence à l'année 2010. Eh bien, l'évolution de ces règles comptables imposées aux pays, régions et autres sur 15 ans, c'est en fait une évolution qui vient simplement d'une évolution induite par les fonctionnaires européens qui appliquent une série de règles, font une série de recommandations, et ces recommandations comptables qui évoluent pour le moment et qui sont éminemment importantes et négatives, notamment dans le cadre du traité budgétaire, sont en fait des règles comptables qui sont votées nulle part. Ces règles, on passe de SEC 95 à SEC 2010, vous n'aurez pas un vote au Parlement pour dire qu'on a changé les règles comptables. On passe de l'une à l'autre, on change fondamentalement les règles, et tout ça s'est passé simplement en termes de travail, de commission, de fonctionnaires européens, ou que sais-je. Mais vous devez savoir que, par exemple, lorsqu'une entreprise, ça c'est quelque chose qui est déjà d'application aujourd'hui, lorsqu'une entreprise est participée par un outil régional wallon tel que la SRIW, eh bien, la première année de la participation, pourquoi c'est une participation, c'est un holding public qui vient participer à une entreprise parce qu'elle a un investissement à faire ou que sais-je, eh bien, la première année de sa participation sera considérée demain dans la comptabilité wallonne comme une dépense et non plus comme un investissement, alors que c'est une participation dans le public, dans une entreprise qui est en train de faire un investissement pour pouvoir évoluer économiquement. Donc voilà un petit peu je veux dire, les liens qu'il y a entre ce qui est exposé jusqu'ici et toute une série d'autres mesures et qui ont un impact important sur des politiques qui sont proches de nous, au niveau économique et au niveau social. Et donc, comme l'a annoncé Philippe, deux, trois mots sur l'impact que ça va avoir également au niveau des politiques communales. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les communes sont le niveau de pouvoir qui se situe souvent, si vous voulez, un petit peu en bout de course, et qui, comme une lasagne, vont vraiment encaisser l'ensemble des mesures qui sont prises, soit au niveau européen, soit au niveau fédéral, soit au niveau régional, mais qui auront un impact à la fois sur les politiques sociales et sur les politiques économiques, et alors là, qui sont vraiment proches de nous et qui nous intéressent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde un petit peu la situation des communes, d'une part, aujourd'hui, en termes de rentrée financière, la crise étant passée par là, lorsque les rentrées à l'IPP diminuent au niveau fédéral, les rentrées vont diminuer également au niveau des communes, puisque une partie importante, je parle de mémoire, mais une petite moitié des rentrées communales, c'est quand même l'additionnel à l'impôt communal. Eh bien, l'additionnel dépend évidemment du niveau de rentrée de l'impôt des personnes physiques au niveau fédéral. Donc, en termes de rentrée, rien que sur l'aspect additionnel au niveau communal, on a des communes qui ont des rentrées qui diminuent. Deuxième élément, on a ces communes qui, aujourd'hui, vont encaisser des décisions qui sont prises au niveau fédéral et sur lesquelles elles n'ont aucune possibilité d'agir. Deux éléments. Dans le cadre des mesures d'austérité qui sont prises, il va y avoir une exclusion de chômeurs massive au 1er janvier
2015, pour la Wallonie, ce sera comme 25 000 chômeurs exclus le 1er janvier 2015. On peut imaginer, grosso modo, qu'une moitié de ces chômeurs devraient pouvoir prétendre au Minimex. Eh bien, ils vont aller frapper à la porte des CPAS au 1er janvier 2015, et les CPAS vont devoir accueillir 12 à 13 000 jeunes, et les communes n'ont pas eu leur mot à dire sur les décisions prises à ce niveau-là. Transfert de compétences. En termes de transfert de compétences, je n'irai pas jusque dans le détail, mais nous avons des transferts de compétences organisés au 1er janvier 2015. Un seul élément, de nouveau, on parlait des communes. Vous savez qu'il y a dans les communes toute une série de travailleurs qui sont dans le cadre des points APE. Donc, eh bien, ne fût-ce que le budget des points APE, transféré de l'État fédéral vers les régions, donc en partie vers les communes, et de 90% de ce qui est consommé au niveau fédéral. Et puis c'est tirer votre plan dans le cadre de l'exercice d'équilibre budgétaire demandé à tout le monde, puisqu'on voulait être sûr au niveau fédéral que chacun fait son effort, eh bien on dit aux régions, on ne vous donne pas que 90% et on vous donne toute la compétence. Voilà comment ça va fonctionner. Je vous donne tous ces exemples-là pourquoi? Parce que si on additionne l'ensemble de ce que je viens de donner comme élément, je veux dire, de budget, d'établissement de budget et de finances des communes, et que vous ajoutez alors à cela la répercussion qu'il va y avoir sur les communes au niveau du traité budgétaire, ben là on se rend compte réellement que tant au niveau des politiques sociales menées au niveau des communes qu'au niveau de la politique économique menée par les communes, ça risque d'être compliqué. Et au niveau de la politique économique, je pense à quoi? Bien entendu, un investissement dans les travaux publics, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau belge, et même, grosso modo, dans l'ensemble de l'Europe, les communes représentent à elles seules, suivant les cas, entre la moitié et 2/3 des commandes de travaux publics. Donc, si vous avez des communes qui, avec l'ensemble de mesures qui sont prises, se retrouvent dans des difficultés financières, non seulement la gestion communale va être compliquée d'un point de vue social, non seulement les investissements dans les travaux publics, ça va être compliqué, mais en plus vous allez avoir un impact sur l'emploi dans des secteurs privés, tels que, bien entendu, le bâtiment, les travaux publics ou que sais-je. Donc on voit un petit peu la cascade dans laquelle on se situe aujourd'hui et l'agencement entre les mesures TSCG et d'autres mesures qui sont prises aujourd'hui en disant que, très concrètement, le ministre de tutelle au niveau wallon, Paul Furlan, a envoyé une circulaire aux communes en leur disant qu'il fallait tendre vers l'équilibre en 2014. Ça a l'air comme ça d'être assez gentil comme indication, sauf que derrière, il est indiqué que les communes qui n'ont pas réussi à tendre vers l'équilibre en 2014, eh bien alors il faudra qu'elles acceptent, ou bien on leur imposera tout simplement un dispositif contraignant pour être à l'équilibre en 2015. Pour le dire autrement, on dit aux communes, faites-vous mal en 2014, ou bien on vous fera mal en 2015. Et en sachant, lorsque j'expose tout cela, qu'il ne faut pas non plus nier ou mettre de côté qu'il y a aussi au niveau de la gestion communale toute une série de reproches qui peuvent être faits sur le passé ou vers l'avenir. On peut en effet se poser la question de savoir si une série de dépenses qui ont été faites par les communes dans le passé ou qui risquent d'être faites ne sont pas inutilement somptuaires par rapport aux politiques et aux obligations, les contraintes budgétaires que je viens de citer. Dernier élément, et pour alors rebondir sur ce que Felipe disait, il y a bien entendu l'article 3 qui indique la trajectoire à concurrence de 0,5% de déficit, et non pas global, mais niveau de pouvoir par niveau de pouvoir. Il faut aussi rajouter, je ne sais pas Raoul si tu en as fait état, parce que je suis arrivé au milieu de ton exposé, il faut aussi rajouter le fait que les pays qui sont avec un endettement de 60%, tu y as fait état, ont donc une contrainte supplémentaire. Et donc alors je ne m'attendrai pas là-dessus si Raoul l'expliquait, sauf peut-être vous donner un chiffre, je veux dire plus local. Cette contrainte complémentaire, puisque la Belgique se situe dans un endettement supérieur à 60% et donc grosso modo à 100%, cette contrainte supplémentaire, si on la chiffre, représente une
frein supplémentaire de l'ordre de 10 milliards par an, pour passer de 100% à 60%, 10 milliards par an, dont à peu près 3 milliards et demi, qui sont apportés par l'entité 2, l'État belge. L'entité 2, c'est les régions, les communautés et provinces et communes. Et donc, ça va représenter ce deuxième élément, passage de 100 à 60% d'endettement, quelque chose de l'ordre de 3 milliards et demi complémentaires, supplémentaires aux efforts dont je viens de parler. Et je voudrais terminer en disant, parce que tout est dans tout, et puisque c'était à moi de vous parler plus local, vous savez qu'on est dans un pays où il y a une 6e réforme de l'État qui est en cours, avec des transferts de compétences non négligeables dont je viens de vous parler. Alors dans ces transferts de compétences, outre la matière emploi dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a encore 2 autres matières importantes qui sont transférées, les soins de santé, une partie des soins de santé et politique des personnes âgées d'une part, et d'autre part les allocations familiales. Alors, au niveau des organisations syndicales, nous avons à de multiples reprises dit que autant pour le marché du travail on pouvait comprendre la mécanique, autant pour ces 2 autres paquets de matières, on allait déconstruire totalement la solidarité entre les travailleurs de ce pays. Mais je vais vous dire les choses très concrètement et en lien avec le TSCG, ce que ça va représenter. Quand on dit qu'on transfère, je ne prends que les allocations familiales, qu'on transfère les allocations familiales vers les régions, ça signifie non seulement qu'on transfère les allocations familiales vers les régions, mais qu'en plus, les allocations familiales ne sont plus financées par les cotisations. Ça, je pense que tout le monde n'a pas bien perçu ça. Puisqu'on transfère les allocations familiales vers les régions, ça veut dire qu'on va diminuer la dotation de l'État et diminuer le financement alternatif pour moitié vers la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale n'aura plus besoin de ces plus ou moins 5 milliards pour les allocations familiales. Donc on diminue de 5 milliards la dotation de l'État, en concurrence de 2,5 en principe, et 2,5 pour le financement alternatif, et on dit aux régions, on a diminué, et ça c'est ce qu'on vous envoie pour payer les allocations familiales. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les allocations familiales ne font pas partie de la sécurité sociale. Ça, on ne s'est pas très bien rendu compte dans le cadre de la 6e réforme de l'État. 4 grandes branches dans la sécurité sociale, c'est fini. Il en reste 2,5. Il reste les pensions, il reste l'ONEM, au sens large du terme, et ce qu'on a laissé en termes de soins de santé à l'État fédéral, à savoir les remboursements de soins et les indemnités de maladie, en gros. Ça, c'est ce qui reste dans la Sécu. Le reste n'est plus dans la sécurité sociale. C'est plus dans la sécurité sociale, vous avez compris que ça me chagrine, c'est le moins que je puisse dire. Mais en plus, ça signifie que ces matières vont être financées par le budget général des régions et ou communautés. Budget général qui est déjà très compliqué avec tout ce que je viens de vous dire, et auquel il faut rajouter l'effort complémentaire de 3 milliards sur l'ensemble des régions et communautés, donc il faut rajouter cet effort complémentaire, et donc on envoie vers les régions quelque chose qui est éminemment important, à savoir le paiement des allocations familiales, principalement pour les familles qui ont des revenus faibles, et pour les autres familles aussi. On envoie ça vers les régions, mais en sortant de la sécurité sociale, et en disant aux régions, comme pour l'emploi, vous aurez évidemment moins de moyens pour les allocations familiales que ce que l'État fédéral en avait aujourd'hui, et en plus, ce n'est plus avec les cotisations, mais c'est avec les budgets généraux. Et donc, quand on regarde cette mécanique-là, on voit la difficulté budgétaire dans laquelle on est, et je terminerai en disant la difficulté pour les travailleurs. Parce que ce qui m'a frappé dans le cadre des élections en Allemagne, ici, samedi et dimanche, c'est que, ça ne m'a pas frappé, on s'y attendait, Merkel a gagné, mais elle est un petit peu passée d'une fixette austérité-budget à une fixation concurrence. Et ça, on sent bien qu'il y a un glissement maintenant dans le message, dans le discours d'Angela Merkel. Elle sort un petit peu de ce qu'elle a en bonne partie obtenu en termes d'austérité, de politique budgétaire et autres, et maintenant elle commence à marteler sur la concurrence entre les pays, la position concurrentielle entre les pays. Et, je vais terminer par ça, ça signifie qu'il faut aussi faire un lien entre, d'une part, le traité budgétaire et d'autre part,
traité budgétaire, six-pack, two-pack, etc. Et d'autre part, ce qu'on appelle le semestre européen. Parce qu'il y a, à côté de cela, au niveau des politiques imposées par l'Europe, aussi ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire que chaque année, ça s'appelle le semestre, chaque année, on compare la position concurrentielle des différents pays de l'Europe, par unité produite et ainsi de suite, je vous passe les détails, et les pays qui sont en dessous de la moyenne au niveau en termes de position concurrentielle, ben, on leur adresse un certain nombre de recommandations de façon à ce qu'ils remontent dans la première moitié du classement en termes de position concurrentielle. Et vous savez, quand l'Europe va donner des recommandations aux pays qui sont dans la seconde moitié, qu'est-ce que l'Europe va faire? Elle va dire qu'il faut mettre une pression sur les salaires, les diminuer, diminuer les cotisations, diminuer la fiscalité, diminuer la fiscalité pour l'approvisionnement des services publics, ou que sais-je. C'est évidemment cela qui va se passer. Et donc, je voulais faire ce lien-là, parce que vous aurez compris que quand on regarde la situation budgétaire des États, la situation budgétaire particulière en Belgique avec les transferts de compétences et le lien TSCG et semestre européen, la situation risque d'être compliquée avec ce cocktail un peu explosif. Voilà.